Deux Grands Prix et déjà deux ambiances bien différentes entre la pluie et la piste piégeuse de l'Albert Park et la chaleur et le piège de la dégradation des pneus en Chine. On a beaucoup à dire sur ce premier double header de la saison. Alors je sais, ça fait un petit peu journal TV, 20h, etc. mais j'aime bien l'ambiance. Bienvenue dans Overcut, le débrief qui se décale en stratégie et qui prend du recul sur les Grands Prix de Formule 1. Alors cette année, on va débriefer non pas Grand Prix par Grand Prix, mais plutôt double header par double header, voire triple header par triple header. Vous aurez donc aux alentours de 10 émissions cette année, le mercredi suivant un double ou un triple header, où on prendra le temps de revenir sur chaque Grand Prix, voir l'évolution des dynamiques de la saison, les tendances stratégiques, techniques et évidemment les tendances sportives. En plus de cela, on pourra prendre un peu plus le temps de voir ensemble les histoires du paddock pour apporter une clé de compréhension supplémentaire de ce que vous voyez en piste et donc un peu mieux comprendre tout ce qui se passe. Mais, je vais pas me contenter de simplement parler comme ça à la caméra, là. On va prendre le temps chaque semaine aussi de répondre à quelques commentaires, le tout en live sur Twitch et sur la chaîne des Piello Plus sur YouTube. Pour ceux qui ont le temps de passer en live, ce sera le moyen d'interagir ensemble directement. Et pour ceux qui auront pas forcément le temps, eh bien vous aurez un extrait de disponible assez rapidement. Voilà, comme ça personne sera lésé. Je prends un petit peu tout le monde en compte, en considération, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes. On ouvre donc la saison par le Grand Prix d'Australie et le Grand Prix de Chine 2025 de Formule 1. Et j'ai une première question pour vous, pour le coup. Dites-moi en commentaire celui qui vous a le plus marqué et surtout pourquoi. Et oui, je sais que c'est pas simple de choisir parce que ce sont deux Grands Prix totalement différents. Cela faisait depuis 2018 que le Grand Prix d'ouverture n'avait pas été en Australie, c'était une tradition depuis les années 90, mais récemment c'est plutôt Bahreïn qui en avait le privilège, ou du moins qui mettait la main à la poche pour ouvrir la saison. Justement, les équipes arrivaient de Bahreïn et des tests hivernaux et on avait impatience de voir si la photo des performances que l'on avait pu déceler se retrouvait ou non à Melbourne, et puis en Chine ensuite. Donc j'avais trois grosses questions que je m'étais un peu préparé pour ces deux premiers Grands Prix. Premièrement, c'est comment ça allait se passer pour les rookies de manière générale, parce que pour une fois, on a 6 nouveaux pilotes sur la grille. La deuxième, c'est comprendre un peu mieux le milieu de peloton, où j'étais complètement incapable de savoir qui était où, tellement c'était vraiment serré. Et puis, troisième point, à quel point les McLaren étaient devant ou pas, et ce que donnait l'ordre dans le Big Four, comme on dit, donc le top 4 des top teams. On a eu deux Grands Prix très différents, avec des conditions différentes, et deux formats de week-end différents, puisque le Grand Prix de Chine était un week-end sprint. Donc on a encore pas mal de pincettes à prendre sur tout ce qu'on va dire, mais on dégage déjà quelques tendances. Bon alors forcément, je vais me focaliser un peu plus sur les rookies sur ce premier point, car j'avais comme beaucoup de l'impatience et de l'attente vis-à-vis des nouveaux, et notamment de Kimi Antonelli. Alors, le Kimi, il nous a sorti une masterclass à Melbourne. Il a été très vite dans le coup face à George Russell pendant les essais notamment. Mais malheureusement, il prend des dégâts sur la voiture en qualif en passant sur un vibreur, il me semble. Il part P16. Chiantos. Alors rien n'y fait, Antonelli est quand même le mieux préparé pour la Formule 1 avec plus de 10 000 ou 15 000 km parcourus en test privé. Mais bon, la pression d'un week-end de Grand Prix pour de vrai, avec une mauvaise qualif et puis surtout des conditions qui sont méga piégeuses le dimanche, c'est forcément pas la même chose qu'un test, on va se le dire très honnêtement, et puis il y a 19 autres Gugus aux alentours, c'est pas simple. Alors Kimi sauve sa voiture dans le virage 5, juste derrière Jack Doohan qui, quelques mètres plus loin, placarde son Alpine dans le mur, c'était au même moment. Des sauvetages, il en a fait quelques-uns, notamment petite erreur avec une roue dans l'herbe, virage entre le 3 et 4 là, avec un joli 360 à la clé, pas mal, mais bon, on aurait pu s'en passer. Autrement, il nous a pondu de très beaux dépassements, maîtrisés, même audacieux, comme celui par l'extérieur sur Alex Albon au T11. C'était absolument sublime. Pas d'erreur stratégique chez Mercedes, on a à peu près l'habitude, et l'Italien remonte jusqu'à la P4, juste derrière son coéquipier. Alors, c'est un peu complexe de comparer leur rythme à George Russell et à Kimi Antonelli, parce que Kimi était occupé à remonter en piste quand George Russell faisait une course plutôt silencieuse, mais méga solide pour le coup aussi. A l'inverse, en Chine, on a eu un Kimi un poil plus loin de son coéquipier, que ce soit en qualif ou en course. Il rend à peu près 3-4 dixièmes, ce qui est tout à fait normal pour un rookie. J'ai pas trop d'attente là-dessus, mais contrairement à il y a 10 ans, 3-4 dixièmes, c'est pas une ou deux places sur la grille, mais plutôt 10 en Q1 par exemple, ou 6 en Q3, tu vois. Ça joue vraiment à rien maintenant. Alors, un autre rookie qui a fait un grand écart sur ces deux grands prix, c'est Oliver Bearman. Alors certes, il a quand même 3 grands prix dans les pattes en termes d'expérience, notamment le Brésil l'année dernière qui a été un baptême du feu.
ou de l'eau, hein, à vous de voir, mais à Melbourne, ça a été l'enfer. Crash en FP1, pas de FP2 parce que la voiture n'est pas encore réparée, planté dans le bac à gravier je crois en FP3, puis problème de boîte de vitesse en début de qualif. Alors, sur le Grand Prix, il a remis les choses dans l'ordre et a terminé la course sans casser la voiture, mais il y avait quand même un peu mieux à avoir en entrée en matière pour une première saison officielle. Mais ça, c'était sans compter le Grand Prix de Chine. P12 en qualif sprint. Il retombe juste P15 par manque d'expérience de la gestion des gommes en sprint, hein, voilà. Faut dire que c'était méga difficile pour tout le monde, avec du greening et de la dégradation, bref. Ok. Il se fait sortir pour un bon 4 dixièmes de la Q1, mais en course, il roule assez proche du rythme d'Esteban Ocon, qui a le meilleur rythme en dehors du Big Four pour le coup, oui oui. Donc ça remonte et Ollie Berman nous gratifie de quelques très beaux dépassements à l'épingle, bien amenés, en croisant en sortie, ça remonte à la P17, il n'y a pas de précipitation pour venir chercher une P10 sur la ligne, c'est absolument magnifique. On reparlera des disqualifications des Ferrari après. Alors, je termine dans les rookies par, évidemment, Isack Hadjar qui, avec Antonelli, a une voiture capable de faire de très belles performances. Isack, c'est pas celui qui a le plus roulé au volant d'une Formule 1, mais il a montré une vitesse hyper impressionnante face à un Tsunoda qui, pour le coup, je pense, est à son prime absolu. Il est plus que dans le coup, et ça se voit parce que ça joue à 1 dixième. Parfois, il est devant, parfois, il est derrière. Vraiment, c'est top. En Chine, pareil, il se permet même une Q3 et se qualifie meilleur des autres devant Antonelli, justement, et devant Tsunoda. Je crois même que c'est la meilleure qualif d'une AlphaTauri, etc. depuis très longtemps. Sur le rythme, il est dans le coup face à Tsunoda, très proche même, donc c'est top là-dessus. On l'a vu se battre avec Pierre Gasly en sprint, où le pilote alpine à l'expérience a pris un peu plus le dessus évidemment. Et puis en Grand Prix, en course, il s'est retrouvé derrière un Jack Doohan très défensif, voire parfois un poil trop défensif, mais c'est l'apprentissage. Isack était plus rapide, mais pas assez pour lâcher une grosse attaque et passer l'Australien. Voilà, dans tous les cas, fallait finir cette première course, entre guillemets, chose faite. Parce que oui, à Melbourne, il y a eu la mésaventure du tour de formation. Alors, deux choses que j'ai notées là-dessus. Premièrement, l'élan de bienveillance de tout le monde, sauf de Helmut Marko, mais bon, est-ce qu'on doit lui attribuer de l'attention? Je sais pas, hein, voilà. Voir Anthony Hamilton réconforter Isack Hadjar, tout comme Dominique Ali qui va le voir, ça pèse beaucoup dans ce monde pourtant extrêmement cruel pour le coup. Deuxième chose, le fait que Jack Doohan ou encore même Carlos Sainz se soit sorti de la même manière, c'est-à-dire en glissant sur une bande blanche qui a été effacée, ça permet aussi de pondérer un peu l'erreur d'Isaac, sans compter que le rookie Fernando Alonso, ça c'est la vanne, elle va traverser les âges, qui lui aussi est parti à la faute plus tard sur une erreur de pilotage presque un peu grossière. Bref, tout ça, c'est déjà loin, c'est un souvenir lointain, etc. Bref, tant mieux. Sur deux Grands Prix, Racing Bull et Ferrari ont réussi à se planter sur la stratégie et vous allez voir que c'était peut-être pas si évident que ça. Ferrari n'avait pas le rythme attendu à Melbourne, ils avaient des problèmes d'équilibre de la voiture, bref, un peu ce que l'on a vu et entendu pendant les essais de pré-saison à Bahreïn. Il en manque en qualif et ça s'est vu à Melbourne, mais aussi en Chine. Même j'allais dire de manière assez générale. Donc ça part sur la grille dans le trafic avec des Racing Bulls, des Alpines et des Williams autour et ils n'arrivent pas à s'en détacher, du moins à Melbourne. Ça a fait la course avec Tsunoda et Gasly et même quand ça reprenait le dessus, le japonais arrivait à trouver l'ouverture sur un dive, sur une passe d'armes ou quoi que ce soit. Les Ferrari étaient comme ça. Charles Leclerc dans son cockpit comme ça, avec de la flotte. Vous avez suivi la course à Melbourne, on commence sous la pluie, puis ça sèche, puis une nouvelle douche, puis on termine en séchant un petit peu, même si on reste en intermédiaire. On a eu deux moments méga importants pour la stratégie. Le passage sur les slicks, qui s'est fait sous safety car, et puis la grosse averse de fin de course. Alors, sur les slicks sous safety car, le but c'est de ménager le bon arrêt au bon moment pour sortir devant le groupe avec qui tu te bats. En fait, c'est surtout une phase pour se positionner au mieux dans le peloton et pouvoir ensuite s'échapper ou se coller à tes poursuivants au moment de la relance. La piste, à ce moment-là, elle est séchante, mais grosso modo, il n'y a qu'une seule trajectoire sèche, le reste c'est humide, donc ça reste difficile de dépasser. Donc faut être en tête du train, tout simplement, pour la relance. Là-dessus, Ferrari a fait le taf avec Charles, il n'a pas réussi à s'échapper et Tsunoda a quand même réussi à passer, puis il y a eu bataille. Je vous dis, hein,
Tsunoda, il est à son prime, c'est sûr, et c'est un des pilotes qu'il faut surveiller cette année, c'est ouf. Bref, arrive le deuxième gros moment, la grosse douche. Alors, tout le monde sait que ça va être le méga vénère, c'est code 3 ou je sais plus, intensité numéro 3, mais on sait pas pour combien de temps ça va durer. Et au vu des positions des Ferrari, il y a un coup stratégique à faire l'inverse des concurrents devant et se tenir à son pari. En fait, les paris sont donc que 1, la pluie ne va pas suffisamment durer pour tremper le circuit et obliger à mettre les intermédiaires, et de 2, même s'il pleut trop, on compte sur un potentiel chaos, j'allais dire, et un potentiel drapeau rouge pour garder les positions en piste, puisque on va rester en piste. Alors, il flotte, la majorité, sauf Verstappen, je crois, rentre alors que Charles nous fait un joli tête à queue. Piastri se tanque dans l'herbe avant d'en ressortir. Bref, c'est la patinoire. Norris, Russell, Gasly, etc. rentrent au stand. Liam Lawson se plante, Bortoleto aussi. Bref, à ce moment-là, Ferrari et Tsunoda d'ailleurs prennent, à mon sens, la bonne décision pour la position dans laquelle ils sont. Ça, c'est important, dans la position dans laquelle ils sont. Car à ce moment-là, on arrête de se positionner pour la fin de la course ou ce genre de truc, mais on tente d'aller chercher le plus de positions possible, car faut être sur les bons pneus au bon moment, et c'est une situation où la piste change presque de seconde en seconde. De toute manière, et je vous le dis, ni Tsunoda ni les Ferrari auraient gagné à s'arrêter en même temps que leurs concurrents devant. Au mieux, ils seraient restés à leur place, et aurait manqué une opportunité d'une certaine manière. En tout cas, moi, ça reste mon point de vue. Et alors, j'avoue, j'aurais tenté exactement la même chose qu'eux, parce que j'aime ce panache de dire « On va rester en piste un tour de plus, c'est parti !» Alors, le problème, c'est que c'était tout simplement pas la bonne décision à prendre, parce que les conditions ont été en faveur de ceux qui se sont arrêtés. Il n'y avait finalement pas de bonne décision alternative au fait de s'arrêter vraiment tôt, tu vois. La bonne décision, c'était de simplement se protéger et limiter la casse. P8 et P10 pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton, P12 pour Tsunoda, rien qu'à la stratégie au pari. C'est dommage, mais c'est la course. Alors, rebelote en Chine, où cette fois-ci, c'est le choix entre faire un arrêt au stand ou 2 arrêts au stand. Et au vu de la course sprint et de la dégradation des pneus, au départ du Grand Prix, tout le monde, sauf 1, voire peut-être 2, vise la stratégie à 2 arrêts. Vraiment, en tout cas ceux qui partent avec les médiums. Celui qui part du principe qu'il va faire qu'un seul arrêt, c'est Alex Albon, ou en tout cas les Williams, avec Carlos Sainz aussi. Alors c'est un peu la même mentalité que pour Ferrari à Melbourne, faire preuve d'audace et faire différemment pour pouvoir progresser au classement. Ça, c'est sans compter que leur plan de bataille ne s'est pas fait en roulant, en regardant ce qui se passait, mais était suffisamment bien préparé pour ce genre de conditions. Les Ferrari sont un peu mieux en qualif comparé à Melbourne, mais ça reste en queue, entre guillemets, du Big Four, dans ce que on voit, en tout cas sur les temps autour. Le départ les place devant Verstappen, donc déjà un bon départ, et ils arrivent à se détacher du Néerlandais doucement, malgré un contact entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton en sortie du virage 1. Alors celui qui met un peu le feu aux poudres sur les arrêts au stand et sur les premières vagues d'arrêt, c'est Pierre Gasly qui s'arrête au tour 10. Il est dans le paquet à ce moment-là, et donc pour doubler, on tente l'undercut. Tout le monde suit au fur et à mesure, et la vague va remonter jusqu'au leader pour finalement s'arrêter pour tout le monde. Tour 10, faut comprendre que ça fait quand même très tôt pour beaucoup de monde, et vu la dégradation observée en sprint hier, enfin la veille quoi, c'est quasi sûr que ça part sur 2 arrêts au stand. Les leaders ont un peu plus le luxe puisque ils s'arrêtent vers le tour 15, donc ils ont un petit peu plus de marge. En attendant, faut surveiller Lance Stroll, Oliver Behrman et Liam Lawson qui eux sont partis en hard. Alors chez Ferrari, on fait le swap de position qui a été demandé par Lewis Hamilton selon Fred Vasseur, qui l'a rappelé à la télé, car Charles a beaucoup plus de rythme. Mais en fait, au fur et à mesure, et notamment en observant les Williams, on se rend compte que la dégradation des médiums est gérable, elle est moins violente que la veille, que les hard, que personne n'avait testé pendant le week-end, et aussi relativement stable en termes de dégradation ce dimanche. En fait, on arrive à avoir vraiment de la performance. Pourtant, Lewis Hamilton n'a pas de rythme, et on comprend pas pourquoi, parce que Charles, il a un aileron avant cassé, quoi. Donc on commence à se poser des questions sur pourquoi, et la réponse peut se confirmer, ou en tout cas, l'envie de faire différemment se confirme par le fait que les Racing Bulls ont décidé de rester sur la stratégie à 2 arrêts. Alors Lewis Hamilton s'arrête après les 2 Racing Bulls et espère une grosse charge pour pouvoir remonter, parce qu'en fait il perd qu'une seule position face à Max Verstappen, donc ça reste assez safe, mais ça va pas suffire en termes de rythme de course pour pouvoir remonter. Et encore une fois, je trouve qu'on a pris une bonne décision avec Lewis Hamilton, parce qu'il aurait fini par se faire dépasser par Max Verstappen, qui serait quand même allé chercher Charles Leclerc, donc
ça valait le coup de tenter autre chose. Par contre, on a eu raison de ne pas mettre les œufs dans le même panier, contrairement à Melbourne. Mais avec ce Grand Prix, la Ferrari montre qu'elle a encore du boulot sur la mise au point de la voiture pour trouver de la performance et limiter la dégradation, parce qu'en fin de course, c'était un peu difficile. Mais par contre, la vraie question, c'est pourquoi Racing Bull a juste décidé de maintenir les 2 arrêts au stand quand il voyait la performance de Lance Stroll, de Oliver Bearman, etc. Même si la Chine est un circuit où on peut dépasser, il faut quand même une bonne différence de performance pour faire le dépassement. Et encore une fois, le peloton, on s'en rend pas compte, mais il est méga serré. Là, pour le coup, c'est une erreur de stratégie, surtout d'arrêter les 2. Tsunoda avait en plus la position en piste et était en tête du midfield, donc sécuriser des points, c'était méga important. Et on pouvait peut-être tenter quelque chose avec Isaac Hadjar et tenter de déclencher une vague d'arrêt au stand et d'essayer de bluffer les autres et de garder Tsunoda devant. Il y avait quelque chose à faire, quoi. Et là, non. Bon alors oui, on savait que McLaren serait devant, mais on savait pas de combien. Et pareil, on ne savait pas si c'était du solide ou plutôt, entre guillemets, de circonstance. Et donc, on peut enfin préciser une chose que l'on va voir s'affiner au fur et à mesure des Grands Prix, évidemment. La McLaren, quand elle est bien réglée, c'est ciao. Mais c'est ciao, c'est devant, ça gère parfaitement les pneus. En Australie, ça met une pilule de l'enfer à Max Verstappen au milieu de course. Ça dégrade quasiment pas. Enfin, franchement, c'est presque terrifiant. Course un petit peu similaire, un petit peu plus prudente quand même à Shanghai parce que on n'était pas certain de la dégradation. Ça s'est fait titiller par George Russell en début de course, notamment au niveau du premier arrêt au stand. Mais c'était assez calme ensuite en termes de rythme. La McLaren, elle est partie gentiment et a laissé la Mercedes un peu toute seule. Voilà, va jouer tout seul, George. En revanche, quand la McLaren n'a pas le setup optimal, c'est beaucoup plus difficile. Et si elle se retrouve dans le trafic, ça fonctionne juste pas, en fait. Voilà. Donc, on a vu cette alerte grâce à la course sprint où Norris s'est englué dans le milieu de peloton et était incapable d'en sortir. La voiture devient très pointue à piloter, un petit peu comme la Red Bull pour le coup. Bon alors, ce n'est plus un secret, hein, la Mercedes, elle est P2 en termes de performance pure. J'ai pas envie de savoir à quel point elle est proche de McLaren, mais je me pose plus la question de à quel point elle est devant la Red Bull de Verstappen et des Ferrari, parce que ça c'est plus complexe à dire. Mais je pense que pour le moment, il y a quand même un petit cran au-dessus pour la Mercedes. Pour le coup. Alors Russell, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais ça score très très fort. Et c'est présent à chaque moment pour le coup. Ça ramasse large les points, manque plus qu'un Kimi Antonelli un petit peu plus devant et qui va prendre en expérience pour arrêter de se battre avec une main dans le dos entre guillemets chez Mercedes. Mais ça va arriver au fur et à mesure de la saison, je me fais pas de soucis. Bientôt, il y aura 2 Mercedes souvent devant. La Red Bull, c'est celle où j'ai le plus d'interrogations pour le coup. C'est difficile à savoir à quel point Verstappen compense ou pas les défauts de la voiture, vu que Lawson est malheureusement en Formule 2, hein, visiblement. En Australie, je pense qu'on a un Verstappen qui a gommé pas mal les défauts de la voiture et c'était moins le cas en Chine, où il était peut-être un petit peu plus limité. Et quand on voit le sprint et comment Hamilton a joué avec lui sur les pneus, la dégradation, etc., et qu'il a fini par se faire passer par Piastri, ça montre que Verstappen, il est pas à l'aise, que ce soit pour gérer la dégradation des pneus. Et en fait, il se retrouve à attaquer dès qu'il le peut pour grappiller des places, etc. Mais là, en termes de gestion, c'est non, ça fonctionne pas, quoi. Alors Ferrari, on en a parlé en termes de stratégie, mais j'ai pas nécessairement besoin de revenir dessus. Ce sont à date, en l'état, la 4e force du plateau. Il y a un travail en qualif à faire pour arrêter de se qualifier P6, P7 et essayer d'être plus devant. Parce que en fait, quand c'est devant, c'est capable de le rester, comme on l'a vu en sprint pour le coup. Il suffit de faire une bonne qualif et derrière ça marche. Ça gère la gomme, ça roule fort, bref, on a vu ce fameux potentiel qu'ils doivent débloquer. Donc ce potentiel, il existe bien. Maintenant, c'est de comprendre comment on va le chercher à chaque Grand Prix. Et donc ça, c'est important. Donc aujourd'hui, le classement constructeur fait relativement sens pour le Big Four. McLaren devant, oui. Mercedes P2, oui, au vu des performances pures, oui. Le Red Bull qui limite la casse P3, oui, parce que Ferrari P5, oui aussi, mais parce que c'est circonstanciel pour le coup. Ils ont loupé trop de choses sur ces 2 premiers Grands Prix. Et justement, c'est le moment où il faut parler de ça. On l'a appris hier dans la journée, Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Pierre Gasly ont été disqualifiés du Grand Prix de Chine. Ça arrive 1 ou 2 fois par saison de voir une voiture se faire disqualifier d'un Grand Prix, c'est assez rare. Généralement, tout le monde passe les tests d'après Grand Prix, mais parfois, ça passe pas, pour des petits trucs. Alors, on va commencer par Charles et par Pierre, dont la raison est que le poids minimal n'a pas été respecté. En Formule 1, la voiture doit peser au moins 800 kg sans l'essence.
Pour Charles, on est allé chercher le bout de dérive qu'il a perdu au premier tour là, pour peser la voiture avec son aileron avant cassé. Puis on a aussi pesé la voiture mais avec une aile avant de rechange. Voilà. Grosso modo, on est arrivé à 800,5 kg, donc assez, mais une fois qu'on a fait la procédure pour drainer le carburant restant, pour faire des mesures de carburant et savoir si le carburant il est conforme, elle est tombée à 799 kg. C'est pareil pour Pierre Gasly, on a retiré 1 kg et quelques de carburant je crois pour faire les mesures qui sont nécessaires et que la FIA fait, et puis la voiture est retombée à 799 kg aussi. Encore une fois, c'est pas grand chose, mais là pour le coup, il n'y a pas de zone grise, c'est noir sur blanc, point barre. C'est une erreur de la quantité d'essence embarquée, ça joue avec les limites, etc. C'est normal et parfois ça se trompe. Là où le bas blesse, c'est que chez Ferrari, on a les deux voitures qui se sont fait disqualifier et pas pour les mêmes raisons. Pour Lewis Hamilton, c'est l'usure de la planche sous la voiture qui a été trop importante et on parle d'un demi-millimètre d'usure de trop. Alors c'est la conséquence d'une voiture réglée trop proche du sol ou de ne pas avoir suffisamment bien calculé le poids de la voiture et la garde au sol que tu avais au départ et qui a fait que tu allais frotter avec par exemple plein de carburant pendant une majorité de la course. C'était arrivé notamment en 2023 à Austin lors d'un week-end sprint aussi car certaines équipes avaient mal anticipé l'usure en faisant rouler leur voiture trop basse sur l'entièreté du week-end, sur un circuit qui est bosselé. Ici, la piste, elle a été resurfacée, donc c'est un billard. C'est juste un mauvais calcul de la part de l'équipe qui a fait rouler la voiture tout simplement trop bas. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors non, les trois pilotes n'ont pas triché en tant que tels. Ce sont des erreurs. Il y a peu de chances que ces erreurs les aient grandement avantagés par rapport à leurs concurrents, même si on joue toujours à la limite au pouillème, au millième et au poil de cul. Mais en revanche, la règle c'est la règle dans ce cas-là surtout parce que elle est claire absolument pour tout le monde. On peut pas faire ah non mais l'interprétation non. Bon alors on a déjà parlé du Big Four, je vais pas revenir dessus, simplement l'erreur coûte très cher comme on le voit avec Ferrari. Williams est devant avec le même nombre de points. Moi ça me fait plaisir, désolé les tifosi mais Williams dans mon petit cœur. Williams qui a fait sa stratégie en Chine et qui a bien fonctionné mais qui manquait très légèrement de rythme par rapport à une Haas par exemple. Par contre, ça a joué à merveille en Australie. Ils sont passés entre les embûches, en fait, sur les deux premiers Grands Prix. C'est ceux probablement qui ont le plus maximisé ce qu'ils avaient sous la main. Sauf l'erreur de Carlos Sainz à Melbourne, évidemment. C'est logiquement l'équipe la plus solide et la plus homogène du midfield, que ce soit en termes de performance, de pilote, de stratégie. Ça aligne tout, ça roule fort et c'est normal. C'est vraiment, je pense, l'équipe la plus complète. Chez Haas, c'est 0 à héros pour le coup, nulle part en Australie et boum, ça pose la voiture en Chine, ça fonctionne pour Berman et pour Ocon. La voiture avait de très belles qualités, permettait à ses pilotes de dépasser, d'attaquer, c'est solide, c'est dans le rythme du midfield, ça dégrade correctement les pneus, mais j'attends de voir pour le coup les prochains Grands Prix vraiment pour comprendre ce qui s'est passé en Australie parce qu'ils étaient nulle part, vraiment nulle part, donc c'est en sursis. Le reste, c'est encore à déterminer pour le coup. Stroll sauve les meubles pendant qu'Alonso est occupé à avoir son pire début de saison depuis 2017 et McLaren Honda. Ça va vraiment pas fort, c'est terrible. Sauber, c'est en dents de scie, donc pareil, il va falloir attendre une confirmation. Pourtant, on a pu être très agréablement surpris à Melbourne notamment, beaucoup moins en Chine. Pourquoi? Mystère. Alpine, ça reste perfo, mais ça manque en exécution et la disqualification plombe l'écurie. Mais d'ailleurs, je me souviens plus si Gasly était dans les points, je crois pas. Mais elle a toujours pas ouvert son compteur de points, donc c'est pas du tout révélateur de leur vraie performance pour le coup. Racing Bulls, on en a parlé suffisamment, c'est du problème de stratégie qu'il faut absolument revoir parce que ils ont une excellente voiture qui doit être en tête du midfield ou au moins à la bataille avec Williams par exemple, tu vois. Donc pareil, c'est pas révélateur de leur vraie performance. Pour finir, vous devez vous tenir au courant de deux histoires qui ont émergé dans le paddock à Melbourne et à Shanghai pour ce double header. Le Mini DRS est revenu, et pas que chez McLaren, chez Ferrari aussi, et on parle même d'Alpine et de Haas notamment, qui pourraient avoir ce fameux Mini DRS. Alors, la FIA surveille ce phénomène d'encore plus près, elle était presque même un peu furieuse d'ailleurs à Melbourne, avec des caméras haute définition braquées sur les ailes arrière de chaque voiture et va agir au plus vite a priori. Ça va dans le sens de la directive technique qui va prendre effet en Espagne, notamment sur la flexibilité des ailes avant pour absolument tout le monde. Et c'est un peu plus complexe que
Ça permet de gagner en vitesse de pointe pour le coup. Du coup, je vous ai préparé mercredi prochain une vidéo sur les Flexi Wings. On rentrera un peu plus dans la technique. Je sais que vous aimez ça pour le coup. Il y en a qui sont friands de technique. Donc on reviendra là-dessus en profondeur pour vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants et comment ça peut changer ou pas d'ailleurs la saison 2025. La deuxième histoire qu'on va emmener jusqu'au Japon, c'est est-ce que Liam Lawson sera dans la Red Bull au Japon, tout simplement? Alors, vu le timing que je me tape à chaque fois sur ce genre d'histoire, il se pourrait qu'on ait des breaking news dans tous les sens au moment où sort cette vidéo, mais bon, ça n'empêche pas la réflexion. Alors, ça fait 2 grands prix, 3 courses, les résultats sont catastrophiques. Je crois qu'aucun pilote Red Bull n'a eu un début de carrière dans l'écurie aussi mauvais. Ted Kravitz de Sky Sports n'avait pas hésité à poser la question que tout le monde se pose. Je vous la mets ici, tellement c'est incroyable. J'ai beaucoup de peine pour lui parce que, au fond, je suis certain que ce n'est pas un mauvais pilote. On l'a vu bien rouler face à Tsunoda, par exemple, l'année dernière ou même en 2023. Donc, c'est pas un mauvais pilote, Liam Lawson. Enfin, je veux dire, ouais. La Red Bull est tout simplement trop pointue, encore une fois, à piloter. Et il n'y a que Max Verstappen qui, aujourd'hui, arrive à s'en débrouiller. Parce qu'il a cette sensibilité rare que d'autres pilotes n'ont pas. Et sur les on-board, eh ben, on voit quand même un Max Verstappen un peu plus actif au volant qu'avant, je trouve. C'est dire si la voiture doit être encore plus pointue qu'avant. Alors que le but du jeu de cette année, c'est que cette Red Bull devait être beaucoup plus large et beaucoup plus facile à piloter. C'est pas le cas. Aujourd'hui, je pense que changer de pilote dans la Red Bull restera pareil au même. Tsunoda, Hadjar ou même Ricciardo, s'il revenait, n'arriverait peut-être pas à piloter correctement la voiture ou à faire mieux que Perez, pour prendre une référence si on doit en prendre une. C'est pas qu'ils sont pas bons, c'est que la voiture est tout simplement trop difficile à piloter. Et c'est parti dans cette direction depuis le début de l'ère à effet de sol en 2022. Perez arrivait de moins en moins, avec le temps, à pouvoir performer avec une Red Bull. Alors qu'en 2021, Perez, il performait bien, hein. Un peu en deçà parce que bon bah voilà, mais il performait très bien. Alors malheureusement, tôt ou tard dans la saison, on va appeler un Tsunoda ou un Isaac Hadjar qui n'auront pas d'autre choix que d'accepter. Et ça me fait mal au cœur car ce n'est pas Verstappen qui risque de tuer leur carrière, mais simplement une voiture, la Red Bull. Alors dans le cas de Tsunoda, c'est aussi une manière peut-être de boucler la boucle puisqu'il a très peu de chances d'être en Formule 1 en 2026 avec Honda qui part chez Aston Martin, mais j'ai pas envie de le voir se casser les dents sur cette Red Bull. Alors qu'il a une Racing Bull qui est incroyable entre les mains, quoi. Mais je suis désolé, il reste le candidat le plus apte quand même à remplacer Liam Lawson. Et on n'est pas à l'abri peut-être d'une bonne surprise, ça se trouve. Par contre, mettre Hadjar dans la Red Bull, là, c'est une folie. Je vous le dis tout de suite, c'est une folie. Faut surtout pas qu'il y aille maintenant, mais alors vraiment pas. Mais vraiment pas. Qu'il apprenne tranquillement chez Racing Bull, s'il vous plaît, laissez-le tranquille. Vraiment. Alors non, je n'ai pas oublié de parler de cette écurie ou de ce pilote. J'ai choisi tout simplement de ne pas en parler. Mais par contre, si vous voulez souligner un point particulier que j'ai pas abordé, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et on reviendra dessus en live sur Twitch avec un très grand plaisir pour le coup. Donc j'attends avec impatience vos commentaires. D'ailleurs, vu qu'on a l'air de se diriger vers une lutte Norris contre Piastri, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent tous les deux perdre le titre au profit d'un pilote un peu plus opportuniste, comme par exemple un George Russell ou un autre, à cause d'un management chez McLaren qui est encore un peu tremblant? Et pourquoi? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on reviendra sur vos réponses justement dans un prochain live. Voilà, l'Overcut touche à sa fin, c'est l'heure de rentrer au stand, de changer les pneus et de repartir. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vu la F1 peut-être sous un autre angle. On construit encore un peu l'émission, on avance tranquillement, on prend avec plaisir tous vos retours. D'ici là, d'autres vidéos vont tomber le mercredi de chaque semaine, sans compter évidemment les lives et les extraits sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller vous abonner évidemment. On se retrouve après le triple header Japon, Bahreïn, Arabie Saoudite pour reprendre une photo, clic-clac, de cette saison 2025 de Formule 1 et puis évidemment traiter un petit peu des actus du championnat parce que je suis sûr que d'ici là, il y aura eu beaucoup d'histoires. Ah oui, c'est sûr. Bref, portez-vous bien. Ciao, ciao.